veut dire quoi EPS? De la physique sportive. Physique sportive. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la soirée de l'EPS numéro 2 de la saison 6. Avant de commencer cette soirée, nous voulions rendre hommage. Il y a 10 ans, la vie de nombreux hommes et femmes ont basculé tout à coup et de façon assez brutale, victimes d'un attentat terroriste. Des drames humains qui ne sont pas isolés dans le monde. Et plus que jamais, nous avons besoin d'éducation, de fraternité, de solidarité pour continuer à cultiver l'humanité et résister contre l'obscurantisme. Tout de suite, l'actu de l'EPS. La séance est ouverte. En ce moment, les débats de l'Assemblée nationale font rage sur les budgets 2026. Le gouvernement a repris les mesures austéritaires présentes dans le projet Bayrou et les ministres sont envoyés en mission de séduction dans les médias. Une fois encore, moi je suis là pour à la fois voir ce qu'on peut faire, comment résoudre les problèmes, préparer la rentrée prochaine, c'est ça l'urgence. Pour l'instant, il nous faut un budget pour préparer la rentrée. Le budget proposé envisage ainsi 4000 suppressions de postes à l'éducation nationale. Une année blanche par le gel du point d'indice, des prestations sociales, des minima sociaux, de la prime d'activité, des APL, des retraites, ainsi qu'une nouvelle baisse des dotations aux collectivités. Le gouvernement doit entendre les mobilisations pour un budget permettant plus de justice sociale, fiscale et environnementale. Dans la suite de celle du 10 et du 18 septembre, du 2 octobre et plus récemment le 6 décembre avec le mouvement des retraités qui sont particulièrement touchés par le projet de budget, nous pouvons encore agir pour peser dans le rapport de force. Parce que nous ne voulons pas que la morosité et l'austérité prennent le pas. Parce que nous croyons qu'un autre budget et qu'un autre projet de société est possible, deux autres grandes mobilisations sont organisées. Tout d'abord celle du 25 novembre, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, à laquelle le SNEP et la FSU appellent, avec de nombreuses autres associations et organisations syndicales. Ensuite, celle du mardi 2 décembre, avec la CGT et Solidaire, qui sera une nouvelle fois l'occasion de porter notre voix et d'agir sur les questions de budget, de salaire et de retraite. Le SNEP FSU appelle à investir massivement cette journée et de faire une nouvelle démonstration de notre détermination. Sur le plan plus spécifique de l'EPS, le SNEP FSU organise en novembre, pour la 6e année, la semaine de l'EPS. Avec des stages dirigés vers la profession, mais aussi des actions visant à populariser nos revendications dans le contexte des élections municipales de mars 2026, le SNEP FSU continue de rendre visible le besoin de renforcer notre discipline au sein du système éducatif et plus largement de démocratiser l'accès aux activités physiques, sportives et artistiques. Dans cette optique, le SNEP FSU poursuit bien évidemment sa grande campagne 4 heures de PS pour toutes et tous de la 6e à la terminale. L'enquête Gymnascore, qui a eu un écho très important au plan national en juin dernier, est maintenant décryptée, médiatisée et utilisée dans toutes les académies et tous les départements pour faire bouger les lignes et améliorer les conditions d'enseignement de l'EPS. Parce que la conquête des 4 heures nécessite une revalorisation de toutes les missions relatives au métier et le respect des droits de toutes et tous, le SNEP fait cette année un zoom sur la coordination des activités physiques, sportives et artistiques, avec plusieurs publications à paraître sur le sujet. Le SNEP FSU affirme que la mission de coordination des APSA est consubstantielle de la mise en œuvre d'une EPS de qualité et appelle à ce que le droit actuel soit respecté. Nous militons aussi à étendre la reconnaissance de cette mission à tous les établissements, quel que soit le nombre d'enseignants et d'enseignantes, et à revaloriser les taux d'IMP accordés. Les débats sur l'EPS, le sport et le sport scolaire sont toujours prégnants, et seront d'ailleurs au cœur des assemblées générales organisées dans chaque département à l'occasion du congrès du SNEP. Alors si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez plus à rejoindre le SNEP FSU. Une jeunesse plus sportive pour être en bonne santé, ce n'est pas une question, mais c'est une affirmation. Alors pourquoi on se pose cette question ce soir? On se pose cette question parce qu'aujourd'hui, du point de vue des politiques publiques, on constate que la question de la santé, elle tend de plus en plus à être instrumentalisée. Pourtant, l'adage dit « le sport, c'est la santé ». Oui, c'est une conséquence de la santé, mais pour autant, on ne vise pas par le sport, on ne fait pas du sport que pour de la santé. On fait du sport aussi pour se faire plaisir, pour vivre des émotions fortes, pour rencontrer les autres, pour partager des temps avec ses amis. Et on constate aujourd'hui un certain glissement du point de vue de l'utilisation et de l'usage qui est fait sur l'activité sportive. D'ailleurs, des travaux, on en parlera ce soir,
ont montré que lorsqu'on fait du sport que pour des raisons de santé, et notamment chez la jeunesse, on est plus enclin à arrêter la pratique sportive de façon précoce. Au contraire, lorsqu'on met le plaisir, le partage au cœur de cette activité-là, la jeunesse tend à continuer à avoir une activité sur une durée plus importante et à s'engager tout au long de sa vie. Et l'éducation physique et sportive dans tout ça. Aujourd'hui, on constate un certain glissement du point de vue de l'éducation physique et sportive dans les buts qu'elle poursuit, voire parfois on parle d'hygiénisation de l'éducation physique. Pourtant, on est obligé de reconnaître quand même que l'éducation physique et sportive, dans le temps obligatoire qu'elle permet à tous et à toutes de pratiquer, répond à cet enjeu de santé, car elle garantit au moins que les enfants en sixième, par exemple, fassent 4 heures par semaine d'éducation physique et sportive. Alors, pour en parler avec nous ce soir, on a un plateau diversifié, impressionnant, je dirais. Je vais commencer avec les personnes qui sont en ligne. J'ai vu François Carré qui était déjà connecté. Merci François Carré. On te présentera plus en détail tout à l'heure d'être présent avec nous ce soir. On a aussi sur le plateau en présentiel avec nous ici 4 invités. Je vais commencer par Coralie Bénèche, qui est la co-secrétaire générale du SNEP FSU. Bonsoir Coralie et merci d'être présente dans cette soirée de l'éducation physique. Olivier Rey, tu es maître de conférence, pas en STAPS, mais tu es passé par les STAPS, tu es passé en tant que prof de PS aussi. Aujourd'hui, tu travailles sur les questions de politique de santé, mais tu nous préciseras un peu plus, et notamment tout ce qui est lié à l'activité physique et sportive, et l'éducation physique et sportive dans ce système. On a aussi Marion Dupuis, j'espère que je dis bien ton nom de famille. Voilà, toi tu es étudiante et tu représentes ce soir l'ANESTAPS et tu es en charge des questions éducatives à l'ANESTAPS, nouvellement élue. Et merci et bienvenue à cette soirée de PS. Merci. Guillaume Ditch, professeur de PS, formateur aussi en STAPS à Créteil. Merci Guillaume de nous faire honneur de ta présence. Tu as écrit plusieurs ouvrages et réfléchi sur les questions sport, EPS. Et on aura ce soir l'occasion de discuter ensemble. Et on attend qu'il devrait se connecter, je ne l'ai pas vu en ligne, Gilles Vieille-Marchizé, mais il nous rejoindra au cours de la soirée. Et on verra aussi Nathalie Vitali Je qui suis sera... là, je suis là, Bruno. Parfait. Bonsoir à On toutes et ne à te tous. voyais pas, je ne te voyais pas dans mon écran. Bonsoir Gilles, donc toi tu es professeur à l'université de Strasbourg. Si tu n'as pas changé entre-temps depuis qu'on s'est parlé. Non, tout à Voilà. fait. Et tu as travaillé sur les questions de politique publique, notamment sur la jeunesse, les questions de santé. On reviendra plus en détail. Et tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle La conversion du corps, où tu regardes de façon critique ces glissements, justement, dont je vous faisais référence, sur les questions de santé. Alors, pour commencer cette soirée, François Carré, on va commencer par toi. Merci d'être présent avec nous. Tu fais partie des personnes qui aiment bien discuter avec le SNEP et qui nous accompagnent très souvent dans les soirées, dans les échanges qu'on peut avoir avec toi. Je pense que tu es un militant ardu, on va dire, et tenace des questions de la place de l'activité physique, de la santé des jeunes, des politiques publiques globalement. Est-ce que tu peux nous dire, finalement, mais tu l'as déjà beaucoup développé sur les radios, mais un peu pour poser le paysage de cette soirée, pourquoi tu es inquiet aujourd'hui sur l'enfance et la jeunesse française? Bonsoir à toutes et à tous. Merci Bruno. Effectivement, j'ai toujours pris comme principe de pouvoir bavarder avec tout le monde, de discuter avec tout le monde. C'est comme ça qu'on avance. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas la vérité. Donc, je pense que personne ne l'a. Sinon, si on l'avait, ben, j'espère qu'on aurait résolu les problèmes. Donc, effectivement, pourquoi je suis inquiet? Ben, parce qu'il faut quand même qu'on regarde un petit peu les choses en face. Il faut qu'on regarde les chiffres. Et ces chiffres sont indéniables. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que nos enfants développent des maladies de vieux. Par exemple, le diabète de type 2 moi qui suis cardiologue et qui ai fini ma carrière, mais j'ai vu des patients pendant 43 ans, c'était l'homme de 50 ans. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'enfants de 14 ans qui ont du diabète de type 2. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose pour certains. Diabète de type 2, c'est simple. 14 ans, c'est des gens qui vont arrêter de travailler à 35 ans. Et encore, parce qu'à 14 ans, on ne prend pas les médicaments. Donc, premier point. Deuxièmement, on nous parle beaucoup de dépression, beaucoup d'enfants sont dépressifs, etc. J'en doute pas. Mais ça n'existait pas. Les enfants de 11 ans ne pensaient pas être dépressifs. Alors, on ne va pas dire que c'est forcément que l'inactivité physique et la sédentarité, mais il y est quand même pour beaucoup. Et en tout cas,
il y a les écrans qui peuvent se surajouter, mais n'oubliez pas que quand on parle d'écran, on parle de sédentarité, puisque nous avons été interviewés par la mission sur les écrans qui nous posait la question, mais comment faire la part des choses entre sédentarité et écran? C'est très difficile à dire. Il n'y a pas eu d'étude qui a fait regarder les gens sans écran en n'étant pas assis, pardon, regarder les écrans sans être assis, des gens qui étaient euh, assis. Et puis surtout, on voit des choses qui ne sont pas dites. Mais par exemple, on sait que la pression artérielle des collégiens actuels est beaucoup plus élevée que la pression artérielle des collégiens d'il y a 20 ans. Même chose pour le taux de sucre dans le sang. Ils ne sont pas diabétiques, mais ils ont un taux de sucre plus élevé. Ils ont un taux de cholestérol plus élevé. Alors, il n'est pas question de les traiter, ces enfants, parce qu'on a des normes pour traiter. Mais il est évident que plus basse est ma tension, plus basse est mon taux de cholestérol, plus basse est ma glycémie, mieux c'est pour mes vaisseaux. Ça, on le sait très bien. Et puis enfin, je prends un chiffre qui, bien sûr, qui peut vous faire peur ou vous surprendre, mais quand même, aujourd'hui, la première cause d'arrêt cardiaque en France, mais c'est pas qu'en France, mais je vais vous donner les chiffres en France, avant 30 ans, c'est l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, on le faisait à 45 ans. On le fait à moins de 30 ans. Alors oui, il y a le cannabis, oui, il y a la cocaïne, mais ça n'explique pas tout. Le mode de vie de nos enfants fait qu'ils font leur infarctus. Donc, certains de nos collégiens préparent leur infarctus à 30 ans. 15 ans, 15 ans d'exposition à une tension artérielle, une glycémie du cholestérol trop élevée, égale infarctus à 30 ans. Donc, tous ces chiffres-là nous inquiètent beaucoup. Je ne vous ai même pas parlé de l'obésité, parce que tout simplement, si vous voyez les derniers chiffres qui viennent d'apparaître, c'est simple. En 2050, un enfant sur trois sera obèse si rien ne change. 33% des enfants vont être obèses et 60% des adultes. Donc, ces chiffres, on les a. Je pense que l'activité physique a un rôle important à jouer pour prévenir ces maladies et peut-être arriver à redonner le goût à de l'effort, mais je pense qu'on en reparlera un petit peu parce que c'est pas si simple. Le dire, c'est facile, le faire, c'est difficile. Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, donc le diagnostic est posé, on a un vrai problème de santé publique. En quoi l'activité physique, toi qui es médecin, permet de avoir un impact par rapport à tous les problèmes que tu viens d'indiquer? Est-ce qu'on peut, par l'activité physique, finalement, agir sur ces différents points? Alors, on peut agir, on le voit dans les chiffres. Dans les chiffres, on voit par exemple que euh, il y a une relation entre le niveau d'activité physique réalisé et 40 maladies chroniques. Alors avant, on le voyait plutôt chez les adultes. Mais maintenant, on voit ces maladies chroniques qui apparaissaient à 50 ans vont apparaître à 30 ans, 35 ans. Tout simplement parce que nos collégiens, nos enfants, ne font pas assez d'activité physique. Donc on a la preuve formelle qu'il y a une relation entre niveau d'activité physique et risque de développer une maladie chronique. Cette relation, il y a une relation dose-réponse. Plus je fais d'activité physique, plus je vais plus je vais diminuer mon risque. On sait qu'actuellement, ne pas faire d'activité physique, ça correspond à une augmentation de 20 à 30% de 40 maladies chroniques. Outre le fait qu'il y a une mortalité totale et une mortalité cardiovasculaire plus élevée et précoce, il y a aussi 40 maladies. Mais c'est des choses très diverses, on ne s'y attendait pas. Par exemple, moi, cardiologue, je ne savais pas que la personne qui ne faisait pas d'activité physique avait plus de risque de devenir insuffisant cardiaque, même s'il n'a pas d'infarctus. Donc en fait, même chose pour la sclérose en plaques, même chose pour la polyarthrite rhumatoïde. Alors pourquoi? Tout simplement en deux mots, tout simplement parce que moins je bouge, plus je suis sédentaire, parce que ce sont deux risques indépendants, il y a l'inactivité physique et la sédentarité, plus j'augmente mon niveau d'inflammation, plus j'augmente mon niveau de stress oxydant, je diminue mes défenses immunitaires, et ça fait de quoi? Ben, le lit de 40 maladies chroniques, dont les cancers, même les cancers. Donc on a la preuve formelle que ne pas faire d'activité physique, d'être trop sédentaire, va avoir un risque. À l'inverse, on a la preuve formelle que quand on bouge, eh bien, on diminue ce risque. Et puis enfin, pour finir, Oui. rappelons-nous d'une chose, c'est qu'un enfant qui ne bouge pas sera un adulte qui ne bougera pas. Ça aussi, on a toutes les démonstrations. Comme un enfant qui apprend pas à dire bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir ou à se laver les dents, c'est pas à 20 ans qu'il va le faire. Eh bien, l'enfant qui ne bouge pas, l'enfant qui ne monte pas les étages, ne montera jamais les étages. Donc, on est dans cette situation critique. Et puis, vous le savez bien mieux que moi, vous, professeurs d'éducation physique et sportifs, puisque j'en ai eu plein qui sont venus me voir en me disant, Monsieur Carré, les enfants en sixième, il y en a quatre qui font pas quatre cloche-pieds sur le même pied. Là, c'est plus un problème, c'est un problème de psychomotricité. Alors, les Merci. enfants ne font plus d'activité physique en dehors de l'école
Pardon, oui, s'ils n'en font plus en dehors de l'école. Alors, si à l'école, Ils en font il pas. n'y a pas non plus assez d'activité physique, alors je ne sais pas comment on va s'en sortir. De la même Oui. façon, les adultes ne font pas d'activité physique en dehors de leur emploi. Donc, si dans l'emploi, on ne les aide pas à faire de l'activité physique, je ne vois pas où on va arriver. De toute façon, c'est simple. Mon constat est simple et je finirai là-dessus. Si rien ne change, nous ne pourrons pas soigner tous les malades. Notre problème, ce n'est pas le nombre de médecins, c'est le nombre de malades qu'on a à soigner. Et ça, même Madame Vautrin ne le savait pas, puisque quand je lui ai dit, elle a ouvert des yeux ronds comme des soucoupes. Ce n'est pas les médecins qui posent des problèmes, c'est le nombre de malades. Et plus ça ira, plus on aura de malades. Voilà. Bon, je pense que tu as bien posé le paysage. Le topo est clair. Mais alors, dans cette question activité physique, santé, aujourd'hui, il y a des modélisations. Je me tourne vers toi, Olivier Rey. Tu as travaillé à des modélisations un peu systémiques il y a des corrélations, il y a des causalités directes. Est-ce que tu peux nous dire un peu où nous en sommes aujourd'hui, des façons de penser le lien santé, activité physique, place de l'école, mobilité active? On voit un tas de mesures comme ça bouger. Voilà. Est-ce que tu peux essayer de nous aider à avoir un peu de compréhension aujourd'hui où nous en sommes des questions de santé publique? Je rappelle que toi, tu fais des travaux de recherche et d'études à l'Université de Marseille. Ouais, merci pour la question. Merci François pour l'introduction également, éloquente comme d'habitude. Moi, je suis à la fois enseignant-chercheur aujourd'hui en psychophysiologie du sport, de l'activité physique et de la santé, et j'ai été professeur de PS, formateur. Donc j'ai deux casquettes lorsque je vais m'exprimer ici devant vous. Je vais tout de suite faire une accroche sur l'actualité, les tests de qualité physique que l'on propose donc désormais en classe de sixième. Et je prendrai un des indicateurs de conditions physiques, la VMA atteinte ou la vitesse critique atteinte au dernier palier auquel on a décroché du test navette. Et on juge donc d'après la notice de l'ADEP qui est parue donc l'an dernier, on juge satisfaisant l'atteinte du palier 4 pour les garçons et 3 pour les filles. Il faut savoir qu'en Europe, les paliers sont augmentés de 1. C'est-à-dire qu'il faut atteindre le palier 5 chez les garçons et 4 pour les filles pour atteindre un score, entre guillemets, satisfaisant. Et cela questionne parce que c'est un révélateur direct de cette diminution que l'on observe en termes de VO2 max, cet indicateur le plus explicite de conditions physiques et donc de santé, qui décline. Je m'appuie sur Tomkinson et collaborateurs qui ont fait des travaux successifs depuis 2003, où ils montraient que on avait une perte de 0,43% par an, donc de capacités aérobies. Donc ça, c'est le constat que l'on peut établir aujourd'hui et qui rejoint ce que nous a dit François à l'instant. Alors, en termes de définition, maintenant, on a vu rapidement que l'inactivité physique et la sédentarité, ce n'était pas la même chose. Donc, l'inactivité physique, c'est le fait de ne pas atteindre les recommandations internationales déclinées au plan national d'activité physique quotidienne ou hebdomadaire. Donc 150 à 300 minutes pour un adulte d'activité modérée à intense et 1 heure par jour pour les enfants. Ça, c'est l'inactivité physique. Et la sédentarité, rappelons-le, c'est le temps que l'on passe assis, comme nous sommes tous ici maintenant et trop souvent malheureusement, à consommer l'énergie juste pour notre fonctionnement normal, c'est-à-dire notre métabolisme de base de repos. Et ce temps sédentaire, eh bien, il est de plus en plus important puisqu'il est accompagné par des modes de vie, notamment de consommation d'écran lors du temps de loisir, c'est important de le préciser, qui augmente cette sédentarité. Donc, on peut être sportif de haut niveau et sédentaire, puisque si on travaille dans le tertiaire, qu'on a un travail assis, eh bien, on va faire régulièrement une activité physique. On ne sera pas inactif, mais on sera sédentaire dans ses habitudes quotidiennes. Ça, c'est pour les définitions que l'on peut envisager. Et ensuite, peut-être en termes de définition, peut-on distinguer sport, activité physique et exercice physique ou mouvement. Donc l'activité physique, c'est le mouvement, hein, c'est la formule de Kaspersen, hein, le mouvement corporel qui est lié à l'activation des muscles sur la base d'une volonté qui va occasionner une dépense énergétique. Ça, c'est une activité physique que l'on associe souvent au mouvement. Dès lors que l'on questionne le sport, on est dans un angle culturel, c'est-à-dire c'est une activité physique qui est contextualisée et qui est finalisée, qui est accompagnée, qui est instituée, etc. Et donc là, on rejoint le sport qui est une culture. Et je rappelle que Jacques Ullmann nous disait que toute action d'éducation est action d'une culture sur une nature. Et cette nature, c'est le corps.
c'est notre corps. Et peut-être que dès à présent, il faut questionner cette place du corps à l'école, cette place du corps dans la société, qui en EPS est systématiquement mise en jeu d'un point de vue social, c'est-à-dire qu'il est vu par les autres. Donc, j'ouvre une parenthèse. Alors, en termes maintenant, pour répondre précisément à la question d'études, donc il y a des études selon différents angles scientifiques, donc sociologiques, épidémiologiques, physiologiques, psychologiques, etc. Mais il y a deux grands types d'études aujourd'hui sur les comportements, sédentaires ou actifs ou inactifs. Ce sont des études qui se basent sur l'autodéclaration, donc des enquêtes, des entretiens, des questionnaires. Et puis des études qui se basent plus sur des observations directes, des mesures directes par accélérométrie, actimétrie, donc mesures par monitoring, ou bien par des tests physiques auto-administrés ou supervisés. Bon. Et on observe dans la littérature beaucoup de disparités dans les résultats, puisque cela va dépendre de la méthode, et puis bien sûr de l'autodéclaration qui est souvent soumise à des biais cognitifs, sociaux, puisque l'on se projette dès lors que l'on répond à une question. Ça, c'est ce qui existe. Alors maintenant, plus précisément, on observe qu'effectivement, il est nécessaire aujourd'hui d'envisager l'activité physique et sportive et le sport à l'école et en EPS comme étant un système, c'est-à-dire quelque chose de complexe en relation et qui est donc forcément difficile à comprendre. Georges Manian écrivait en 64, le sport est un fait social, est un massif. Eh bien, effectivement, on en est toujours là. L'activité physique, le sport, c'est quelque chose qui est à comprendre et qui est complexe par essence. Ensuite, deuxième point, cette activité physique et sportive doit être toujours contextualisée. C'est-à-dire qu'elle est toujours attachée à un but, à un sens, à une culture. Donc, c'est toujours quelque chose de situé. Et enfin, troisièmement, eh bien, je pense que seuls les modèles intégratifs peuvent autoriser de comprendre un peu mieux cette activité physique et sportive à travers l'intégration de modes de vie, de relations aux autres, à soi, à l'environnement. Et c'est ce que je propose dans une étude dont je parle très très rapidement, Move en santé, qui est donc un projet que je porte avec le CNRS et qui permet, grâce à une plateforme numérique, donc il y a une petite diapositive qui est prévue, s'il vous plaît, voilà. Grâce à une plateforme numérique, eh bien, d'accéder à un compte en ligne et ce compte permet d'accéder à deux types d'actions, des questionnaires auxquels on va répondre sur l'alimentation, le sommeil, le bien-être mental, la pratique d'activité physique, la consommation d'écran, etc. C'est l'aspect intégratif. Et puis, des tests physiques auto-administrés qui permettent de s'auto-évaluer. Des bilans systématiques, des feedbacks sont proposés, ce qui permet aux participants de se situer. Et tout ceci, bien sûr, est totalement sécurisé, pseudonymisé et anonyme. Pourquoi je présente cette plateforme? Parce que c'est la diapositive d'après, parce qu'elle permet notamment à des entraîneurs, des coachs, des enseignants et bien sûr des enseignants d'EPS en particulier, d'accompagner leur acte d'enseignement en EPS d'un outil qui serait plus de l'ordre de l'interdisciplinaire et qui permet d'agréger au sein d'un compte collectif des élèves de gérer en local ces données. C'est la science participative, c'est la science pour et par les élèves, pour et par les citoyens, qui a pour objectif de passer de la parole aux actes, de cette prévention primaire qui ne fonctionne pas en termes de politique publique, en termes d'activité physique et de santé, vers une prévention primaire qui ait du sens par justement ces feedbacks et cette communauté scientifique qui va naître de Mouvement Santé, en tout cas je l'espère, et c'est ce que je propose donc aux enseignants d'EPS qui nous écoutent aujourd'hui. Merci. Alors, je me tourne vers toi, Gilles Vier-Marchisier, dans ton ouvrage de 2020, hein, La conversion des corps, tu portes un regard critique, pour aller rapidement sur ce sujet-là, mais tu développeras un peu plus, sur le lobbying santé qui tend aujourd'hui à pousser vers une instrumentalisation particulière du sport. Et tu accompagnes ce regard critique aussi d'une analyse sur les politiques publiques de santé, en disant que finalement, aujourd'hui, l'injonction de devoir faire de l'activité physique ou du sport, au sens général du terme, comme tu viens de le dire, Olivier Rey, porte quand même un certain nombre de limites du point de vue des modélisations des politiques publiques. Alors, est-ce que tu peux revenir un peu sur la thèse centrale de ton analyse? Oui, merci de me donner l'occasion de présenter ce travail qui date un petit peu, hein, qui date
de 2020, hein, qui a été fait sur une analyse comparative des normes en quelque sorte de santé publique qui sont diffusées par l'intermédiaire de la promotion de l'activité physique, hein. C'est bien une injonction normative. Alors, moi, je ne parle pas de lobby, hein, je parle de santéisation, c'est-à-dire en fait, on a derrière tout cela une forme de biomédicalisation du monde qui a un versant moral important. Alors, je développe cette idée de morale pratique parce que derrière ces normes, on a une morale, c'est-à-dire du bien, du mal, du juste, de l'injuste. Et j'utilise Durkheim qui parle de morale en pratique, de morale en acte, avec des idéaux qui sont défendus, et puis aussi un système de sanctions. Mais pourquoi je parle de conversion des corps? C'est que derrière, on a une forme de morale quasi religieuse, avec cette idée que faire de l'activité physique, c'est finalement atteindre une forme de bien-être, mais je parle aussi de bonheur en quelque sorte, et même de salut. C'est pas le salut dans l'au-delà, comme on a dans les religions monothéistes, c'est un salut ici et maintenant. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'estime que par rapport au travail d'analyse qu'on a fait dans 4 pays, hein, sur des interviews avec des responsables gouvernementaux, mais derrière aussi de scientifiques, mais aussi un travail d'analyse d'archives, on a derrière donc ces normes qui sont issues finalement d'une élite socioculturelle, qui sont des hauts fonctionnaires, qui sont des scientifiques, qui tendent finalement à imposer ces normes, à convertir des populations qui sont éloignées de l'activité physique. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il faut savoir que ces pratiquants, c'est surtout les mondes populaires, hein, les classes populaires, donc ont aussi des stratégies pour résister à cette injonction normative. Merci. Alors, Coralie Bénet, je me tourne vers toi. Donc, le CNEP-FSU organise sa 6e édition de la Semaine de l'éducation physique et sportive la semaine prochaine. Et dès le départ, donc dès 2020, hein, puisque ça fait maintenant 6 ans que vous organisez cette initiative, était posée cette question de la zone rouge, de la crise. On a utilisé différents concepts sur la question de la sédentarité. Est-ce que tu peux revenir sur finalement pourquoi vous parlez d'alerte rouge sur la sédentarité? Est-ce que effectivement vous partagez le diagnostic qui vient d'être posé là en 2-3 interventions? Effectivement, enfin, on partage les diagnostics qui sont faits. C'est la période notamment du Covid qui a mis aussi en avant toutes ces questions-là. L'éducation physique et sportive a été confrontée à de nombreux problèmes justement pour les élèves de transmission d'un certain nombre de choses parce que la visio ne suffit pas. Et justement, je pensais aux questions des injonctions. Pendant la période Covid, ça a été aussi on avait le droit de sortir pour aller faire un footing, pour aller... et effectivement, cette question-là, il faut faire du sport pour être en bonne santé, ou en tout cas, il faut faire une activité physique, et il y a bien une différence entre les deux, on va le voir par la suite. Elle devient injonctive, et c'est aussi ce qui peut poser problème actuellement dans notre société chez les jeunes, parce que pour pratiquer une activité, il faut que ça fasse sens, et donc c'est aussi ça qu'on ne retrouve pas forcément. Comment ça peut faire sens chez les jeunes, en tout cas comment on l'amène. Alors ce qu'on sait, c'est qu'il y a des inégalités importantes devant l'activité évidemment sportive et physique et sportive, mais il y a aussi des inégalités différentes devant l'activité physique, de parce que ça engage le corps. Et je rappelle qu'à l'école, on est aussi la seule discipline à engager le corps de cette façon. Et derrière, on le verra aussi peut-être un peu plus tard, il y a de nombreuses, devant l'accès à la culture sportive, on va dire, de nombreuses inégalités, qu'elles soient sociales, de genre,
et territoriale. Mais ce qu'on le retient, en fait, ce que l'on veut retenir aussi aujourd'hui, c'est que pour aller plus loin que tous ces constats, les mesures actuelles, en tout cas, ne nous conviennent pas. Et ce que nous, on a mis en avant, c'est la question de l'augmentation du temps d'éducation physique et sportive, parce que ça nous semble, en tout cas, la seule mesure à même de répondre à l'ensemble des objectifs. Je rappelle aussi qu'en éducation physique et sportive, un des objectifs, c'est de construire durablement sa santé. Donc, on voit bien que l'EPS participe de tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas répondre, l'enjeu, il est bien de répondre durablement et non pas juste sur l'immédiateté. Et que nous, dans ce qu'on propose, c'est justement d'inverser les courbes en passant de l'immédiateté à la durabilité. Et donc, pour ça, l'éducation physique et sportive dans lequel, justement, on peut faire des activités sportives, en tout cas avec des exercices qui sont plus ou moins intensif, c'est ça qui va permettre derrière justement d'accéder aux différentes recommandations, de répondre et de contribuer en tout cas à l'activité physique des jeunes. Et donc on sait aussi derrière ça, qu'il y a des enjeux sur la question pour pouvoir justement construire durablement sa santé et en tout cas l'appétence à l'exercice physique pour que ça ait un sens. Il faut, dans ce que l'on fait, notamment à l'école, puisque c'est un enjeu, qu'on y voit du progrès, de la réussite, du travail collectif, que tout ça sont des éléments décisifs à la poursuite de l'activité. Et donc, nous, à partir des éléments que l'on a et que l'on développe depuis justement 6 ans, et de par notre rôle, on développe l'idée que la question des 4 heures d'éducation physique et sportive est une réponse, en tout cas, aux problèmes de sédentarité existants, aux problèmes de l'inactivité existante. Et donc, voilà, il faut avancer sur cette question-là. Et tous les dispositifs qui sont mis actuellement, pour nous, ne sont pas suffisants et ne répondent pas aux besoins. Alors merci Coralie. Avant justement de parler un peu de sport, bouger, d'activité physique, un petit détour sur le plateau. On a la chance d'avoir quand même quelqu'un qui représente la jeunesse. On parle beaucoup de jeunes, de sédentarité. Alors l'année STAPS, comment vous voyez, vous, la question de sport santé, sédentarité de la jeunesse? Quel est votre regard un peu sur ces questions dont on est en train de parler? Merci pour la question. Nous, effectivement, le sport santé, on n'est pas forcément adepte avec cette question de sport et de santé qui n'est pas forcément le but premier lorsque les jeunes font une pratique physique. Effectivement, leur, pardon, excusez-moi, leur objectif est de plutôt prendre du plaisir à la pratique et pas du tout à des fins de santé où il vient en troisième temps. Et on peut amener du coup on peut voir aussi que chez les jeunes, il y a de la sédentarité, effectivement. Les étudiants sont en moyenne, avec une étude de l'ONAPS et avec l'ANESTAPS en 2022, on a fait une étude qui montre que les étudiants sont sédentaires, ont un comportement sédentaire, pardon, à 8 heures, à plus de 8 heures par jour, avec aussi une utilisation des ordinateurs à plus de 5 heures par jour, ce qui du coup représente un comportement sédentaire. Mais le sport est du coup un biais pour lutter contre cette sédentarité. Mais malheureusement, il y a des freins à cette pratique que les jeunes ont avec le temps qui n'est pas possible avec les études à côté, et également les horaires et les lieux de pratique. Donc, effectivement, activité physique, mais pas forcément. La santé vient pas dans un premier but lorsque les jeunes pratiquent le sport. Merci Marion Dupuis. Alors, avant de donner la parole à d'autres personnes sur le plateau, je me retourne vers toi, François Carré. Je suis sûr que tu as envie de réagir par rapport à ce que tu as entendu sur ce questionnement autour de bouger, sport, activité physique. Toi, dans ce que tu œuvres à développer comme message, qu'est-ce que tu as envie de transmettre? C'est quoi ton but premier? Est-ce que tu veux
que la jeunesse bouge ou qu'elle soit sportive. Ça peut être et ou, c'est pas forcément pour les mettre les deux en tension. Alors aujourd'hui, je pense et je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu précédemment, la problématique, c'est de bouger plus, c'est de faire de l'activité physique plus. Si vous prenez les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, de l'ANSES, de tous les organismes, on ne parle pas de sport. On ne parle pas de sport tout simplement parce que j'ai l'habitude de dire, l'activité physique, c'est savoir lire, le sport, c'est la littérature. Je comprends parfaitement, moi je suis passionné de sport. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Je suis cardiologue du sport, médecin du sport. Mais je comprends parfaitement que quelqu'un n'ait pas envie de faire du sport. Par contre, ce qui est vital, c'est de faire de l'activité physique. C'est ça qui est vital. Je suis persuadé que faire du sport, c'est mieux. On aura plus. Puisque je vous ai parlé de niveau dose-réponse, dans l'intensité aussi, il y a une dose-réponse. Mais aujourd'hui, nous en sommes simplement, vous vous rendez compte, à demander aux parents à surveiller que leurs petits-enfants fassent de l'activité physique à 3 ans, c'est-à-dire fassent 3 heures au minimum d'activité physique par jour. Nous en sommes à demander aux parents de faire en sorte que l'enfant, le nouveau-né, on le mette sur le ventre, sur un tapis d'activité. C'est là où nous en sommes. Et là où il y a un petit problème, un petit peu, des fois, dans notre compréhension entre les professeurs d'éducation physique et sportive et les spécialistes de STAPS, et nous, c'est que nous, ce qu'on voit, c'est la santé des gens. Et là, il y a urgence. Donc, nous, ce qu'on dit, quand on me parle de 4 heures d'activité physique de plus, je signe tout de suite. Ce serait moi. Je suis ministre de l'Éducation nationale, je mets même une demi-heure d'éducation physique tous les jours, le matin pour réveiller les élèves. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un cerveau réveillé retient mieux. Or, un enfant, qu'il soit adolescent ou primaire, quand il arrive à l'école, la plupart, ils ont fait 50 pas depuis la veille, ou 100 pas. Ça fait Donc, que 2 ils heures et n'auront demie, rien. François, hein. Comment? 5 fois 30, ça fait que 2 heures et demie. Nous, on est à 4 heures, donc on a un peu plus d'ambition. Oui, T'es mais, d'accord, mais non, mais ce que je voulais dire, si vous voulez, l'idéal, alors je sais que je suis un idéaliste, mais c'est que ça devienne une routine, que cette activité physique devienne une routine. Et l'éducation physique et sportive, pour moi, est essentielle, je n'ai aucun problème, mais je pense aujourd'hui, pour nous, on n'a plus de temps à perdre. Hmm. Les gens ne veulent pas nous croire, mais je vous promets que pas la génération qui nous suit, mais la prochaine, il y a des parents qui verront mourir leurs enfants avant eux. C'est ça qu'il faut savoir. Vous connaissez peut-être l'étude inversée des courbes qu'on a fait, c'est pas compliqué. Un collégien de 11 ans ne suit pas un homme actif de 60 ans sur 1 kilomètre en France. Pourquoi? Parce que l'homme de 60 ans, il avait 10 ans il y a 50 ans. Ça, c'est ce qu'on oublie toujours. Hmm. Et donc, si je pousse le bouchon un tout petit peu loin, parce que là, je ne peux pas l'affirmer statistiquement, donc je sais que Gilles va me faire les gros yeux, mais on peut presque dire que l'enfant de 11 ans a un moins bon capital santé qu'un homme de 60 ans aujourd'hui, puisque sa VMA est inférieure. J'insiste sur ce qui a été dit tout à l'heure, la VMA, c'est le capital santé. C'est-à-dire pour moi, cardiologue, vous ne le savez peut-être pas, mais on greffe les gens insuffisants cardiaques sur leur VMA. Quand elle est en dessous d'un certain niveau, on leur fait la greffe cardiaque. C'est ça notre paramètre. Ça vous montre l'importance de cette VMA. Donc effectivement, je pense que il faut augmenter la VMA. Alors là, je tombe dans un autre sujet, je terminerai là-dessus. Le problème de la VMA, c'est que l'activité physique, bouger ne suffit pas vraiment. Et c'est là où vous intervenez. Pour augmenter la VMA, c'est bien bouger. Et là, vous avez un rôle en particulier essentiel. Et dans l'étude inversée des courbes, je vous rappelle qu'en 80 minutes, 8 fois 10 minutes de fractionné, on a rattrapé le retard entre 2022 et 1987 de VMA de 44%. Donc c'est possible. Ok, merci. Alors, la jeunesse sportive ou pas sportive, on va essayer de regarder d'un peu plus près et d'examiner où on en est aujourd'hui de cette jeunesse-là, de son engagement. Alors, je me tourne vers toi, Guillaume Dit, tu es l'auteur de plusieurs articles sur le sujet, hein, où tu développes et tu plaides un regard sur la jeunesse sportive, et notamment d'un ouvrage, Les jeunes et le sport, penser la société de demain. D'abord, on va se concentrer là-dessus. Alors, est-ce que la jeunesse est sportive en France?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, j'ai vu une question sur le chat. Il y a une forme de paradoxe. Je pense que le professeur François Carré l'a bien précisé. Olivier, en distinguant bien la sédentarité et l'inactivité physique, c'est une génération de plus en plus sédentaire. On l'a bien précisé. C'est d'abord et en premier lieu lié au mode de vie, le temps d'écran. Et François Carré l'a précisé aussi par rapport aux parents. Il y a des études récentes qui ont parlé d'enfants d'intérieur, avec aussi une réduction de la distance d'autonomie laissée aux enfants. Donc finalement, des enfants, en fonction des villes, qui se déplacent moins, qui font moins d'activités en extérieur, et donc de fait, parce qu'on parle beaucoup de l'écran, mais c'est aussi des parents qui ne transmettent plus et certainement ce goût pour la pratique physique et sportive. Mais il y a un paradoxe, parce que lorsqu'on regarde les dernières enquêtes de l'INJEP, donc qui est l'Institut national jeunesse éducation populaire, c'est une génération qui n'a jamais été aussi sportive, et j'insiste sur le terme sportive. Alors maintenant, on peut nuancer parce que ça reste du déclaratif. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'on est sur des modes de vie qui nous amènent, je dis nous, hein, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, justement, à être de plus en plus sédentaires. Et c'est aussi accentué par le télétravail pour certaines et certains qui ont cette possibilité. Mais on est sur une génération, cette génération née à l'ère du numérique, avec les réseaux sociaux, qui aime le sport, mais peut-être de manière différente. Je reprends souvent une citation là, qui est reprise dans l'INJEP, c'est « On est sur une génération des jeunes qui aiment le sport, mais de préférence sans contrainte ». Donc ça veut dire quoi? C'est une jeunesse qui aime le sport, mais à la carte. Pas seulement autour d'un enjeu de santé. Alors, on parle beaucoup d'enjeux de santé physique, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi la santé mentale. Tu as parlé, Bruno, tout au début, la dimension aussi sociale. Donc, cette vision holistique, on est sur des jeunes qui aspirent aussi, et les enquêtes de l'INJEP le rappellent, à de la convivialité, mais peut-être de manière différente, à travers des communautés de pratiquants, en utilisant des applications, des réseaux sociaux. Maintenant, quand on parle des jeunes, je pense qu'il n'y a pas aussi une forme d'homogénéité. Coralie l'a bien précisé, on a des inégalités fortes, il y a des situations très différentes. Aujourd'hui, l'accès à la pratique sportive pour un jeune, c'est très marqué socialement. Gilles a aussi précisé, notamment pour les milieux modestes ou encore en fonction du genre en France. Pour nous, professeurs d'EPS, ce qui nous intéresse aussi, ce sont certaines étapes. Le SNAP porte, Coralie l'a rappelé, ces 4 heures d'EPS sur l'ensemble de la scolarité. On a des étapes de décrochage de l'activité sportive. Aujourd'hui encore, autour de 11-12 ans, ce qui pour nous correspond à l'entrée au collège, on a un décrochage fort. Alors, plus que de l'activité sportive, c'est le fait de faire un sport de manière encadrée dans un club, une association. Deuxième étape aussi de la vie et de décrochage sportif, c'est l'entrée au lycée, et notamment pour les filles. Parce que les chiffres dont tu parlais sur les inégalités, ce rapport de l'ONAPS, il montre bien que cette urgence, elle est encore plus forte pour les filles. Donc, quand François Carré précise effectivement l'urgence et les maladies déjà de vieux pour des jeunes, c'est encore plus le fait pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Et ça aussi, je pense que ça doit nous alerter, principalement par rapport à un élément important lorsqu'on parle de jeunesse sportive, c'est par rapport à la culture que l'on transmet. Et en EPS, il y a bien sûr cet objectif de santé, mais j'insiste sur la vision holistique, physique, psychologique et encore une fois sociale, mais aussi la transmission d'une culture, parce que le sport n'est pas neutre, il est aussi empreint encore aujourd'hui de stéréotypes, et donc si on veut inverser des courbes, certes d'un point de vue physiologique, mais aussi pour permettre à davantage de filles de pratiquer un sport et par l'EPS, nécessairement ça passe justement par le cours d'EPS, par le cours en mixité, par la culture qu'on va transmettre. Sauf que, et je vais terminer là-dessus, il y a une évolution notable qui heurte peut-être aussi l'identité d'une discipline, hein, l'EPS, c'est que nos jeunes, cette génération-là, elle est de moins en moins attirée par la compétition, la performance. Et quand je parle de compétition, c'est vraiment ce modèle du club, hein, cette comparaison à l'autre. Parce qu'il y a aussi des paradoxes, parce qu'en parallèle, on a aussi des jeunes qui aspirent à aller à la salle de musculation, à se développer, et parfois à des fins un peu esthétiques, voire narcissiques. Mais pour autant, Coralie, elle a parlé d'immédiateté, durabilité. Ces jeunes, ils sont un peu à l'image de notre société, hein. C'est une société de l'immédiateté, de l'accélération aussi, du zapping. Il y a le philosophe Hartmut Rosa qui en parle assez bien, hein, de cette accélération du temps.
Donc finalement, à travers cette évolution des modes de vie, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit aussi que les professionnels que nous sommes en EPS et nous en STAPS, moi qui suis maintenant en STAPS, c'est qu'on doit nécessairement aussi accompagner ces jeunes à être peut-être plus critiques pour les amener justement, certes à penser, et j'insiste hein, à l'urgence de la santé, mais sans peut-être se couper de la culture à transmettre, mais peut-être une culture qui évolue, parce que c'est une notion ambiante. Et moi, je défends, en tout cas me concernant, cette question aussi de la culture jeune à prendre en compte pour véritablement aussi former les citoyens de demain. Merci Guillaume, tu nous fais faire un pas vers les sciences sociales, hein. Donc on va continuer avec Gilles Villers-Marchizet. Autant François Carré est un peu le docteur de notre table ronde, toi tu es un peu le sociologue de la table ronde, de par tes travaux et tes études. Alors, qu'est-ce que tu réponds toi à cette question de la jeunesse sportive? Notre jeunesse est-elle sportive? Comment tu vois à travers ton prisme à toi des sciences sociales? Guillaume a dit l'essentiel, hein. Bon, globalement, parce qu'on a fait avec le Haut Conseil à la santé publique pour la santé publique, là, donc un travail sur la santé des adolescents, avec une partie sur l'activité physique et le sport. Sur les 30 dernières années, pour voir un petit peu l'évolution des comportements de santé pour ces adolescents. Donc, en ce qui concerne sur l'activité physique et le sport, il y a une relative stabilité. En tout cas, pour la pratique sportive, il y a une relative stabilité. On a quand même toujours une petite partie qui est vraiment inactive, pardon. Donc plutôt des filles, plutôt dans les mondes populaires. Donc c'est peut-être cette partie-là qu'il faut cibler. C'est peut-être aussi cette partie-là qui aura tous ces problèmes de maladie dont parle François. Donc parce que derrière, on a ça a été dit, mais des inégalités sociales et territoriales relativement importantes. J'insiste sur le côté territorial parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Vous avez un certain nombre de jeunes qui n'ont pas les mêmes conditions de pratique, c'est-à-dire un accès facile à des équipements sportifs, qui ont aussi toute une culture incorporée qui n'est pas là, hein, dans certains milieux populaires. Les cultures sportives, notamment chez certaines jeunes filles, ne sont pas transmises. Donc je pense qu'à un moment donné, pour ces jeunesses sportives, parce que c'est vraiment au pluriel qu'il faut l'utiliser, hein, il n'y a pas qu'une jeunesse, il y a plusieurs jeunesses, mais plusieurs jeunesses sportives. Je pense qu'il faut finalement varier l'offre. Je crois que c'est là ce qui est très important, avoir peut-être une offre sportive, certes, mais avoir une offre ludique, une offre artistique. C'est peut-être en variant les plaisirs qu'on pourra amener ces jeunesses sportives à renouer avec l'activité physique, parce que ça a été posé en termes de santé publique, les risques sont colossaux, hein, pour ces générations et les futures générations. Donc je crois que tous les acteurs éducatifs doivent se retrousser les manches, que ce soit les profs de PS. Moi, j'appelle ça des entrepreneurs de bien-être, hein. Ça passe par des éducateurs sportifs, on va dire, les médecins du sport aussi, qui peuvent aussi avoir leur part par rapport à ça. Les kinés aussi, qui peuvent aussi amener des jeunes qui ont eu des blessures, etc., qui sont en centre de rééducation, à avoir une activité physique effectivement régulière et durable. Mais je crois que l'idée, c'est de bien montrer qu'il y a aujourd'hui une possibilité d'avoir une variété de pratiques. Je crois que c'est très très important, parce qu'être exclusivement sur le sport, ça peut amener aussi, et ça je l'ai beaucoup vu dans mes enquêtes dans les quartiers populaires, ça peut amener une exclusion, ça peut amener un rejet. Et ça peut être finalement un petit peu contre-productif, surtout sur ces générations, ça a été dit, qui finalement n'adhèrent pas tant que ça à la problématique compétitive.
Alors, merci. On voit que la définition du sport elle est quand même très multiple, très, très variée. Bon, on, on- comment tu fais, Olivier, toi, dans les modélisations que tu as sur activité physique, santé, pour s'en sortir un peu à cette question-là? Est-ce que vous prenez tout en compte? Est-ce que tout se vaut finalement dans les questions que vous posez? Tu as fait référence un peu tout à l'heure à la question de l'intensité. Est-ce que bouger, activité physique, sport auto-organisé, seul avec ses copains en bas, sport dans un club, pour vous, tout est pareil? Vous globalisez tout et c'est la case activité physique? Merci Bruno pour la question, parce que c'est très notionnel comme question, et donc on ne sera pas forcément tous d'accord selon la discipline scientifique qui est la nôtre. Mais globalement, en fait, et sport, tout ce qui est orienté vers un objectif qui peut être plus ou moins encadré et institué et qui repose sur une histoire et une culture. Mais sport aussi, le fait d'aller s'entraîner seul avec son matériel individuel, ses baskets, 3 à 4 fois par semaine pour réaliser une performance ou être classé dans un niveau de classement ou battre son propre record le dimanche à la course de 10 km du coin. Donc, en fait, la définition du sport, elle est globale, elle aussi, et elle est relativement complexe. Et le seuil entre le fait de juste bouger et de faire du sport, entre l'activité physique et sport est parfois un petit peu ténu. Je voudrais rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites en revanche. L'histoire d'éducation physique, elle est très simple. On a été intégré à l'école à la fin du 19e siècle pour répondre à des problématiques de santé. L'école devait former un patriote pour préparer la guerre. Et l'éducation physique apportait la santé dont on avait besoin pour former le soldat. Et récupérer les territoires d'Alsace-Lorraine. Puis, cette santé a évolué et elle est devenue la capacité à se dépasser soi-même à travers les années 60 et la sportivisation et la sportification de l'EPS, où le sport est devenu le seul moyen. Et cette santé, elle a pris un tout autre aspect, qui était un aspect beaucoup plus culturel. Et la santé physique, mentale, dont on a parlé, Guillaume en a parlé, cette santé globale, était une conséquence de l'engagement sportif. Et puis cette santé, elle est devenue dans les années 80, puis plus près de nous aujourd'hui, un habitus. Je fais référence aux travaux de Méran et de Méhart. Et puis aujourd'hui, une capacité à gérer sa vie physique, savoir s'entraîner, savoir préparer une performance, etc., à récupérer. Et donc on sait que cette santé, en fait, aujourd'hui, elle est un objectif transversal. Et là, je reprends ma casquette de prof de PS. Qu'en est-il aujourd'hui de l'éducation physique? Est-ce que cette discipline va devenir supplétive parce qu'on ne sait pas faire autrement et qu'il y a des heures à l'école, donc ça coûte de l'argent et on va rentabiliser ces heures pour faire de la santé, 30 minutes par jour? Ou bien est-ce que l'EPS reste elle-même orientée vers une culture sportive en n'ignorant pas pour autant cet objectif santé, mais de manière transversale? Donc, je crois que tout l'enjeu est là. En fait, il faut travailler ensemble sans s'opposer. Et en même temps, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'effectivement, ce n'est pas bon d'opposer sport, santé et sport. Tout est dans le sport, en fait, il suffit de l'enseigner. Et la santé est dans le sport, c'est une conséquence de l'engagement sportif. Il faut donner ce goût qui va perdurer dans la vie. Deuxième réaction à ce qui a pu être dit tout à l'heure, notamment je réagis à un texte du chat. En fait, le nombre de licenciés est un très mauvais indicateur. Parce que moi, tous les 1er janvier, je m'inscris à la salle de sport du coin, et j'y vais 2 fois, et puis je n'y vais plus. Mais mon inscription vaut pour comptabiliser le nombre de licenciés, etc. En fait, effectivement, il faut distinguer le nombre de licences et puis donc, ce qui représente un indicateur d'engagement initial administratif. Qu'en est-il de l'engagement réel et qu'en est-il surtout du désengagement et de l'abandon qui va suivre? Or, le problème n'est pas celui de l'engagement, c'est celui de l'abandon. Et c'est ce que nous ont montré donc Maxime Luigi, Jean Griffet et Maxime Travers, des collègues marseillais qui ont travaillé là-dessus en sociologie. En fait, si 100% des élèves ont pratiqué déjà du sport dans un club un jour dans leur vie, n'avaient pas abandonné, on aurait 100% de sportifs. Donc tout l'enjeu est là. Et je voudrais terminer sur le fait que donner des injonctions et avoir une attitude volontariste, ça ne marche pas. En fait, et puis surtout, c'est culpabilisant. Donc il faut dépasser ces aspects-là pour aller vers un sport joyeux,
une activité physique aussi, parce qu'on l'a dit, hein, aller courir seul ou avec des amis en papotant, c'est une activité physique plus qu'un sport. C'est non institué, c'est volontariste au départ, mais pour des motifs et des mobiles qui sont les miens. Et je crois qu'il faut vraiment travailler là-dessus, sur cette compréhension de ce sport à l'état massif, pour le décliner en autant d'offres sportives pour répondre aux attentes, aux besoins de nos élèves. Et si on met à côté de l'EPS 4 heures par semaine, 30 minutes d'activité en plus par jour, parce qu'il faut faire du HIIT, tant mieux, François. Mais c'est pas la même chose. Merci. Alors justement, avant de revenir un peu sur ces prescriptions, à la nécessité de bouger, de faire du sport, etc., on va essayer de réfléchir. Est-ce que ça a un impact en termes de politique publique? Coralie, je voudrais me retourner vers toi. Donc, par rapport au choix de ces mots, le SNEP a discuté cette entrée sur les 30 minutes de bouger, en essayant d'expliciter pourquoi il trouvait que ça constituait d'une certaine façon une limitation, ou en tout cas une dérive aujourd'hui sur la fonction de l'école et de l'éducation physique. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus, et pour faire écho un peu à l'article que Claire Ponté avait développé sur le sujet des 30 minutes en école primaire, elle disait « bouger c'est bien, mais apprendre à bouger c'est mieux ». Oui. Enfin, encore une fois, il y a plusieurs choses, hein. C'est-à-dire que on parlait du sens tout à l'heure, enfin, on a parlé du sens, c'est-à-dire à un moment donné, comment on s'engage dans une activité. Si ça fait pas de sens, on n'y va pas. Et à l'école, nous, évidemment, on s'est aussi attaché au rôle de l'école. Et à l'école, on y va pour apprendre. Et il faut que ça ait du sens, en tout cas. Les choses on y va pour apprendre des choses. Et nous, on aura toujours en image, quand on parle du bouger, alors j'utilise souvent, en fait, mais tout le monde se souvient de Jean-Michel Blanquer dans la cour d'école en costume cravate. Voilà, faisant des jumpy jacks, je crois. Voilà. Et donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça a du sens pour les enfants? Est-ce que ça va les inciter? Est-ce que ça leur à avoir en tout cas Alors peut-être que sur le moment, oui, ils vont avoir une activité physique, mais en tout cas, ça n'a pas de sens. Et pour nous, ça ne rentre pas dans le rôle de l'école et qui est aujourd'hui en plus l'école contrainte à plein d'injonctions pour les professeurs des écoles, notamment sur la place des maths et du français. Quand on sait en plus aujourd'hui que à l'école primaire, la moyenne, alors que c'est 3 heures dans les programmes d'éducation physique et sportive, la moyenne aujourd'hui est à 2 heures. Donc, est-ce que la première mesure n'était pas déjà d'aller sur la question des 3 heures d'éducation physique et sportive, plutôt que de rajouter un dispositif qui ne fait sens ni pour les enseignants, ni pour les élèves? Et dans la question, évidemment, pour nous, on y voit aussi plein de choses derrière, c'est-à-dire que pour faire 30 minutes, pour animer 30 minutes de bouger, puisque c'est ça, sans rien apprendre, sans objectif derrière, sans contenu, puisqu'il n'y a ni contenu, il n'y a rien, il n'y a pas besoin de formation. Et donc, est-ce qu'au final, on a besoin d'enseignants formés pour faire les 30 minutes de bouger? Alors après, se posent d'autres questions, et là-dessus, nous, on est prêt à y travailler, et on y a travaillé, et d'ailleurs, Claire Pontet y a travaillé aussi, sur la question de l'activité physique et des cours de récréation, pour qu'effectivement, on incite les jeunes à utiliser ces moments de pause pour bouger. Mais les inciter, parce que ces moments de récréation doivent aussi être... Voilà, la récréation, c'est aussi un temps de repos mental, on va dire aussi, pour les élèves. Mais en tout cas, c'est créer toutes les conditions pour que les élèves aient ces moments de 30 minutes de bouger libre, finalement, dans cette journée de jeu, en fait. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, il faut le penser en termes d'horaire disciplinaire, aussi parce qu'on est à l'école, non pas pour que ça soit rébarbatif, mais aussi pour apprendre et pour donner sens. Enfin, c'est quelque chose pour nous qui va revenir tout le temps. La question de donner sens pour s'inscrire dans une activité sur la durée, parce qu'il y a du plaisir aussi. Et bien, tout ça, c'est essentiel. Et si on ne résout pas ce problème, on maintient, et ça a été dit aussi juste précédemment, la question de l'injonction ne pourra pas, en tout cas, produire des effets sur le long terme.
Alors, avant de faire une petite pause par l'écho des luttes, Marion Dupuis de la NESTAP, je me tourne vers toi. Un peu une question par provocation, hein. Est-ce que vous proposez, est-ce que vous portez cette revendication d'avoir 30 minutes de bouger à l'université? Mais les 30 minutes d'activité physique quotidienne, de bouger, c'est juste un levier à faire bouger justement les jeunes. Mais effectivement, est-ce qu'on souhaite pas forcément qu'il y ait ces 30 minutes de bouger obligatoires? Parce que c'est juste remplacer le sport et pas justement Pardon, je me suis perdue. Mais c'est juste oui, un levier. Et nous, ce qu'on promeut, c'est surtout qu'au bout d'une heure et demie de cours, il y ait des pauses actives parce que pour justement, on revient à cette sédentarité, juste couper et bouger, effectivement, parce que même au bout d'une heure et demie, on n'est plus concentré à ce qu'on fait. Donc les 30 minutes de bouger, pas forcément, mais c'est surtout aussi amené à prendre du plaisir dans la pratique. Et si je continue, nous, on promeut surtout la littératie physique, donc c'est là, dès le plus jeune âge, amener les jeunes à faire de la pratique physique pour justement continuer dans cette lancée tout au long de leur vie et qu'ils puissent pratiquer du sport, mais aussi enfin, de l'activité physique. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur ce que tu viens de dire, justement, sur qu'est-ce qu'on devrait promouvoir dès le plus jeune âge pour les inciter à avoir une continuité de l'activité physique. Petit détour par l'écho des luttes avant de revenir sur la suite de notre discussion. Salut tout le monde. Ce soir, je vous emmène à Grenoble pour parler UNSS. Quoi? Mais attends, Émilie, t'en as déjà parlé l'an passé? Oui, mais là, c'est la saison 2 qui commence. Tu peux me rappeler ce qui s'est passé pendant la saison 1? L'Académie de Grenoble a subi une attaque au niveau de l'UNSS. Début octobre, alors que le travail des coordos de district UNSS est déjà bien entamé, on a reçu un mail du directeur académique nous disant qu'il avait une mauvaise nouvelle, mais qu'on serait payé 16% de moins que ce qui était prévu. Menace de démission de 98% des coordos. Mobilisation des profs de PS sur toutes les manifestations UNSS. Médiatisation amplifiée par les affaires Olivier Giraud, ex-directeur national UNSS, qui sortent dans la presse à cette période-là. La rectrice fait marche arrière finalement et demande au DAZEN de compenser toutes les IMP. Nouvelle saison, nouveau recteur, mêmes attaques. Du pognon pour les compétitions, des IMP pour les organiser. Au conseil régional UNSS, le SNEP remet plus de 500 signatures au nouveau président de l'UNSS Grenoble et les coordos lui expliquent leur charge de travail. À l'échelle du district sud Grenoble, il y a 19 établissements, 75 professeurs ou animateurs d'AS, 2250 licenciés l'an dernier, 9 activités phares au sein du district qui vivent vraiment avec des rencontres régulières et 2 coordonnateurs, entre 30 et 35 bus à l'année commandés. En juin, des cartons rouges sont dressés dans les AG de district et des courriers adressés aux DAZEN et recteurs. Ces mobilisations permettent de limiter la baisse à 16% au lieu des 30% appliqués aux autres enveloppes d'IMP. Le recteur interdit aux DAZEN de compenser la baisse. À la rentrée, la mobilisation s'amplifie et se médiatise. Mobilisation en Isère des professeurs d'EPS pour protester contre la baisse des IMP, ces indemnités données aux enseignants qui encadrent notamment les activités sportives toute l'année. Elles permettent de rendre le sport accessible au plus grand nombre. Dans les AG de rentrée, carton rouge. Les premiers mercredis de septembre, manifestation devant le rectorat. Lors des rencontres UNSS et des stages SNEP, action. Le 7 octobre, AG SNEP extraordinaire et audience auprès du recteur. La moyenne du nombre d'IMP pour 1000 licenciés à l'UNSS en France est de 1,6. À Grenoble, on était déjà en dessous, donc à 1,5 avant la baisse, et après la baisse, bien sûr, on est encore bien en dessous. La saison n'est pas terminée et la lutte continue avec une nouvelle pétition pour y associer le plus grand nombre. Merci de la signer. Alors, on reprend la discussion justement sur cette question du jeunesse plus sportive pour travailler les questions de santé. Alors,
peut-être, Olivier Rey, je vais enchaîner avec toi justement sur ces glissements qu'on peut constater en préparation de l'émission. On évoquait cette question ensemble sur aujourd'hui une éducation physique et sportive qui tend petit à petit à glisser vers, tu faisais référence, hein, vers une centration ou une surcentration un peu déséquilibrée des questions de santé. Et on se dit, mais comment travailler cette question de la durabilité? Puisque Coralie, hein, tu faisais vraiment référence en disant qu'il y a un enjeu dans l'ici et maintenant, mais il y a un enjeu aussi dans la durabilité. Alors, apparaît un peu comme une baguette magique cette question de la littératie physique, en faisant référence aux travaux à la fois des Anglais, du Canada. Est-ce que vraiment aujourd'hui, certains pays auraient trouvé le Graal pour avoir une durabilité de cette continuité de la pratique sportive? Qu'est-ce que devrait faire l'éducation physique et sportive pour avoir un impact du point de vue de la pratique de la jeunesse, de l'enfance et de la jeunesse, j'ai envie de dire, dans l'ici et dans le demain? Peut-être faut-il partir justement de cette notion de littératie physique qui n'est qu'une notion. C'est un construit intellectuel, la littératie physique, qui consiste, alors j'ai repris la définition parce qu'elle est longue. Il s'agit de la motivation, la confiance, la compétence physique, les savoirs et compréhensions qu'une personne possède et qui lui donc permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique toute la vie. Donc ça, c'est une définition canadienne qui s'appuie sur la définition historique de Whitehead en 2011. Donc c'est un concept qui apparaît assez récemment, dans les années 2010, et qui est aujourd'hui est très développé outre-Atlantique et qui, bien sûr, trouve sa place en Europe, y compris en France. On a des acteurs qui travaillent là-dessus, notamment en EPS. Mais finalement, la littératie physique, c'est un peu la prose de Monsieur Jourdain. On en fait déjà en EPS. Puisque on propose des expériences variées, on propose des intensités qui sont souvent individualisées, on propose des méthodes qui permettent, d'un point de vue méthodologique et social, de s'intégrer dans un groupe, de remplir des rôles, etc., de comprendre, de développer un esprit critique et de comprendre sa pratique à travers des projets que l'on va mener, etc. Bon, tout ça, c'est l'EPS d'aujourd'hui, on le fait déjà. Donc en fait, évoquer comme objectif de l'EPS aujourd'hui et demain de tendre vers la littératie physique, c'est un coup d'épée dans l'eau parce qu'on le fait déjà. Et pour ma part, je pense que pour répondre à ta question, Bruno, effectivement, pour donner goût à la pratique, à l'engagement dans une activité physique, sans abandonner, s'inscrire dans la durée, eh bien, il faut partir de modes d'entrée qui soient les plus individualisés possibles et remettre finalement l'église au centre du village. C'est le temps de pratique effective. Si 60% en moyenne de nos heures de PS, de leçons, sont consacrées à une activité fonctionnelle et non pas une activité cognitive, d'observation, de coaching, et de rôles sociaux, etc., si on densifie nos séances d'activité physique, on atteindra de fait des objectifs en termes d'engagement moteur en particulier, énergétique, et donc derrière des engagements affectifs parce qu'on va vivre des émotions, etc., des ressentis qui valoriseront donc cet effort lui-même. Et puis, peut-être aussi questionner la notion d'effort, qui aujourd'hui est évitée, puisque tout principe humain, c'est celui de l'économie. On tend tous à l'équilibre, à l'homéostasie, au repos. Et les écrans que l'on consomme pendant nos temps de loisirs nous encouragent encore plus à cette tendance économique. C'est un cercle vicieux. Moins je bouge, et moins j'ai envie de bouger. Et moins je suis inscrit dans une activité culturellement installée, contextualisée, une activité physique et sportive, et moins je m'inscrirai dans cette activité-là. Donc la notion d'effort est peut-être à re-questionner et à remettre au centre de nos préoccupations. Faire un effort, c'est pas forcément une compétition contre les autres, ça peut être contre soi-même, ça peut être contre mon chronomètre précédent, ma distance précédente, etc. Ça peut être un système des clubs mis en place avec de la sociabilité. Mais en tout cas, ce qui fonde pour moi vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est celui du goût et du sens de l'effort, qui était celui aussi qu'on lisait dans les JO de 67. Olivier, je pense que dans ton propos, justement, tu fais faire plaisir à François Carré qui vient de publier un article là, dans la dernière revue de l'AEPS, où il dit ne pas oublier le P dans l'éducation physique et sportive, dans la littératie physique, où effectivement il peut y avoir un glissement. Donc, pour les collègues qui veulent aller plus loin, je vous invite à le lire, cet article-là. Alors, Gilles Vieille-Marchizet, je me tourne vers toi, justement sur ces questions un peu de
conversion des corps, normalisation des corps. J'avais été intéressé dans le travail que tu as mené avec plusieurs chercheurs au niveau européen, où tu disais que finalement, dans les jeunes des quartiers populaires, vous avez eu une attention particulière sur la jeunesse. Ce n'est pas un problème de non-connaissance des recommandations, mais il joue un peu dans ce rapport à la norme. Est-ce que tu peux un peu développer ce travail et ce que vous avez pu constater dans les façons dont les jeunes finalement jouaient à s'échapper de ce qui était attendu d'eux, tout en sachant très bien ce qui était attendu d'eux. Donc ce qui vient quand même questionner, je trouve, tout ce qui est prescription en termes de il faut faire ci, il faut faire du sport. Oui, c'est vrai qu'on a travaillé sur l'appropriation finalement des normes de santé publique par la promotion de l'activité physique c'était des enfants, hein. On avait un protocole avec un travail avec des enfants de 11 ans et puis on interrogeait aussi les familles, notamment les mères, qui ont un rôle important au niveau de la santé, pour voir les liens qu'il y avait au niveau intergénérationnel. Et on a vu comment déjà les enfants connaissaient effectivement les normes de santé, hein, le fait que c'est bon de bouger. Et pour eux, il fallait bouger surtout pour pas être gros. C'était ça qui ressortait, hein. Ma collègue allemande avait beaucoup travaillé. On a publié sur cette question, sur finalement leur représentation de la santé par l'activité physique. Il faut bouger pour pas être gros, puis surtout il faut bouger pour pas être exclu. Donc, mais c'est vrai, mais jusqu'à 11 ans, il y a une forme j'ai appelé ça une forme d'activisme corporel, mais après, il y a des décrochages. Mais ce qui est important par rapport au monde populaire, mais c'est valable pour les jeunes, mais aussi pour les parents, c'est que derrière, ils connaissent les normes, que ce soit d'ailleurs pour l'alimentation, aussi pour l'activité physique, mais leur style de vie est tellement éloigné de l'activité physique qu'ils doivent à un moment donné faire des choix, parce qu'ils sont dans une logique, dans les milieux populaires, qui sont dans une logique de subsistance, où il faut prioriser, si vous voulez. Et donc l'activité physique, c'est pas prioritaire. Alors, sauf en Allemagne. Peut-être en Allemagne, pour être en bonne santé, il fallait une activité physique. Mais en France, c'était surtout bien manger. Et puis en Suisse, par contre, c'était sortir dehors. Voilà, si vous voulez, par rapport à ça. Et en Italie, on avait dans des quartiers, mais c'était à Naples, c'était très particulier parce que c'est très pollué. Ne pas sortir, c'était surtout l'hygiène de vie. Vous voyez, il y a un système de priorité qui montre que finalement, en fonction des cultures, vous avez une distance plus ou moins importante. Donc, on a interprété ça sur des formes de résistance finalement aux injonctions normatives. Et par rapport à ça, il y a aussi une grande différence que on a découvert un peu plus tard, c'est que finalement les normes de santé sont beaucoup basées sur l'individu. On est beaucoup sur les théories du changement des comportements. Or, dans les milieux populaires, ce n'est pas l'individu qui est ciblé, ça fonctionne sous forme de collectif. Donc ce qui est important, c'est de convaincre les collectifs. Donc pour avoir des collectifs de pratique, et c'est pour ça que finalement, que ce soit pour les adultes ou les enfants, faire des activités, je ne parle pas de sport collectif, hein, je parle de pratiquer ensemble, même si c'est des sports individuels, de pratiquer ensemble, ça c'est très important, parce que c'est là qu'on a le plaisir de la pratique. C'est vraiment, en tout cas nous dans les mondes populaires, dans les classes populaires, c'est voilà, avoir du plaisir dans la pratique physique ou sportive, mais ensemble. Merci. Avoir du plaisir dans la pratique ensemble. Alors, Nathalie, Vitali, tu es prof de PS, toi, en Corse, et tu as mené un projet assez original. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ton projet?
Oui, je suis en train de le mener, hein. Il n'est pas abouti encore. Mes classes, c'est un peu un laboratoire, hein, dans mon collège, hein. Je pense à des choses, j'observe, je regarde, je teste et puis je vois si ça marche. Là, effectivement, je rejoins tout ce qui a été dit ce soir. Augmentation du nombre d'élèves en surpoids, en obésité, d'élèves démotivés, d'élèves qui n'ont plus le goût de l'effort. Et ça, c'est que la face, justement, que l'on voit de l'iceberg. Et la face cachée derrière, c'est tous ces élèves qui baissent en capacité physique. Et justement, avec de plus en plus d'enfants diabétiques, ben voilà. Et ça se sait pas forcément, on s'en rend pas forcément compte, mais par contre, ils sont là, ils sont dans nos classes. Donc, le projet, c'était comment motiver les élèves à une pratique régulière, à avoir envie. En fait, quel est le levier de motivation? Voilà. Et c'est la rencontre lors de la remise du prix Éthique Action du NSS, hein, au national, la rencontre avec une collègue de l'île de la Réunion et de sa délégation où les enfants ont accroché. On s'est rendu compte de comment ils se sont comportés ensemble, comment ils se sont découverts pendant 3 jours. Nous, on a discuté, on a échangé sur nos pratiques et est né de là l'envie de partager quelque chose, de faire quelque chose ensemble et de se dire, mais mon Dieu, ces enfants, quand ils se retrouvent, la motivation est là. Donc, on est reparti avec l'idée en tête de se dire, quand même, On je t'entend t'entends. plus. Ah, On a eu une coupure. On T'as a une entendu que tu allais mener avec une collègue de la Réunion un projet pour que les Oui, élèves allaient pratiquer ensemble. Et là, ouais. je crois qu'on ne veut pas entendre ta réponse. Alors vas-y, à toi. Voilà. Donc j'ai ouvert une ASAPPN cette année, D'accord. activité physique de pleine nature, et je l'ai ouverte pas seulement aux élèves, je l'ai ouverte aussi aux familles. Et donc régulièrement, des mercredis, des samedis, des jours pendant les vacances, donc on va un peu hors temps scolaire. On propose avec un collègue, hein, qui m'accompagne, on voit les images, des activités physiques, donc de la randonnée, de la course d'orientation, du kayak, du VTT. Et en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment le fait de venir pratiquer ensemble, de pouvoir venir partager un moment en famille. C'est ça qui motive les élèves à venir. Ils s'appellent, tu y vas, il y a la sortie samedi. Ça fait émulation. Et on a nos petits gros, on a nos enfants avec un peu, certains qui sont asthmatiques, certains qui n'ont pas accès forcément à une pratique habituellement, en tout cas qui ne se l'autorisaient pas, là qui viennent volontiers et qui trouvent leur place. Donc, voilà, on est sur les prémices, on est sur un début, mais ça commence à trembler, ça commence à frémir. On a de plus en plus d'élèves qui participent et surtout de plus en plus de parents aussi qui accompagnent. Et ça, c'est quand même, on fait le pari avec ce projet de modifier des habitudes de famille, des habitudes de sédentarité ou d'habitude le samedi ou le dimanche. On a plutôt tendance à rester sur les écrans, à regarder des feuilletons, et à moins jardiner, à moins aller ramasser des champignons. Et bien là, on vient pratiquer, c'est-à-dire qu'on vient partager un moment ensemble. On a le plaisir en famille d'aller découvrir des paysages, c'est vraiment une pratique collective. Alors, je vais demander un peu des réactions sur le plateau. Je pense que plusieurs d'entre vous voient à travers la présentation d'un projet là, un certain nombre ça vient incarner, hein, un certain nombre d'idées que vous avez défendues, développées. Coralie, par rapport à la fonction de l'école, tu as parlé tout à l'heure de démocratisation de la culture. Est-ce que on retrouve là le rôle et la fonction de l'éducation physique et sportive qui fait peut-être un peu un pas de côté par rapport à une tendance aujourd'hui d'hygiénisation qu'on voit, où on essaie de plus en plus de nous dire, oui, il faut prendre en compte la question de la santé. On voit que là, la question de la prise en compte de la santé est mise dans un système quand même plus global, des familles, du plaisir, de la pratique collective, de l'apprentissage de la PPN. Non, mais alors moi, je me dis que les profs de PS innovent tout le temps. Et encore une fois, on le voit et je trouve que c'est important. Et il y a une dimension, effectivement, qui n'est pas prise en compte. Alors après, est-ce que c'est notre rôle? Est-ce que c'est pas notre rôle? C'est la question de la prise en compte. On amène les parents avec nous. Je trouve ça très intéressant. Et en même temps, je me dis que on vient. Alors, et c'est là que ça devient aussi complémentaire. Alors, ça pourrait m'amener sur la question de la convention citoyenne qui va sortir aussi avec des choses, mais sur tout ce qui est politique publique de développement, enfin de jeunesse et sport aussi, parce que ça devrait aussi pouvoir amener ça. Mais je trouve que là, dans la dynamique qui est créée, enfin on verra, enfin Nathalie nous en dira aussi peut-être plus sur le moyen terme.
effectivement mettre dans une démarche qui a du sens, dans un moment convivial, on voit bien l'importance de le faire. Après, sur la question de l'hygiénisation dont tu parlais, euh, euh, effectivement, aujourd'hui, on a une dérive et c'est aussi peut-être pour ça que nous, le SNEP, on est un petit peu, on réagit très fortement aux différentes annonces qui sont faites, que ce soit sur la question des 30 minutes d'activité, des 30 minutes de bouger, ou que ce soit sur la question des tests de conditions physiques, parce que on voit bien le rôle qu'on pourrait nous faire donner à moyen terme, je dis bien à moyen terme, et ce que ça implique et ce sur quoi on recule, parce que Olivier, tout à l'heure, tu as parlé justement de l'évolution de l'éducation physique et sportive à travers le siècle, même si ça ne s'est pas toujours appelé éducation physique et sportive. Et on voit bien que nous, ce qu'on apportait, c'est aussi justement la démocratisation de l'accès à la culture, en tout cas, et que là, en revenant et en se recentrant uniquement sur des questions de santé, on voit bien que le rôle de démocratisation ça me nuise et c'est pas du tout, en tout cas, ce que nous on porte. Et encore une fois, la question aussi aujourd'hui dans les programmes, dans les certifications notamment, dans la question de la de la CP5 aujourd'hui et dans les activités qu'on veut mener, on voit bien toutes les dérives qu'on peut avoir et ce sur quoi on voudrait nous mener et toutes les questions que ça peut poser derrière, y compris sur la formation des enseignants, sur le rapport à l'élève, sur ce qu'on veut lui faire apprendre, sur le rôle de l'école. Et juste peut-être une dernière chose, parce que je sens que j'ai pas trop le temps. Non, mais je trouvais ça, la question de, il faut pas saucissonner en fait le sport sculpture, le sport santé, le sport citoyenneté par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, et le sport moteur, puisque ça fait partie, je vais dire, des objectifs qu'on a, des finalités en éducation physique et sportive. Et finalement, l'éducation physique et sportive, elle traverse tout ça, et c'est effectivement le transversal qui va nous permettre de faire progresser les élèves et de les faire parcourir l'ensemble des champs et des finalités. Et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment la question du développement de l'éducation physique et sportive qui est important. Merci Coralie. François Carré, tu as envie de réagir en écoutant ce projet de Nathalie Vitali en Corse? Oui, je vais réagir rapidement parce que malheureusement, il va falloir que je vous quitte. Moi, je trouve que c'est un bon projet. Et là, ce qui m'ennuie un tout petit peu, c'est d'entendre, est-ce que c'est notre rôle? Je crois que notre rôle, moi, mon rôle, c'est que les gens que je vois soient en bonne santé. Moi, mon job, c'est pas de faire des injonctions. J'en ai un peu assez de ce terme d'injonction. J'ai pas l'impression de faire une quelconque injonction. Quand je vais parler aux gens, quand je parle à l'éducation nationale, je leur dis, voilà, attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez le faire, vous avez l'outil. L'outil, ça s'appelle l'éducation physique et sportive. Moi, je me bats, alors vous n'allez pas, c'est pas pour du tout faire de flatterie, pour que l'éducation physique et sportive soit la matière principale dans l'enseignement. Parce qu'elle a un rôle principal. Et je ne regrette qu'une chose, c'est que quand je vais parler dans les collèges et les lycées, j'ai jamais un professeur de maths qui vient m'écouter. J'ai jamais un professeur d'anglais. J'ai que les professeurs de PS qui viennent m'écouter. Donc ils ne peuvent même pas comprendre, les professeurs de maths. Je vous rappelle quand même qu'on est les plus mal classés au niveau des classements Teams, PISA. Prenez celui que vous voulez, de toute façon, c'est simple, on est dernier. Et ce qui est amusant, c'est que pour la première fois, la Wallonie a été séparée des Flamands. Et qui est-ce qui est avant-dernier? C'est la Wallonie, qui a le même système d'éducation que nous. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Nos enfants ne vont pas bien. Pour leur redonner le goût de l'effort, comme vous m'avez dit, peut-être que ce qu'a fait Nathalie, c'est déjà ça. Avec ce que Nathalie a mis en place, même si c'est le samedi, même si c'est en dehors des heures de cours, mais le gamin, il va avoir le goût de l'effort. Pour moi, le moteur de l'effort, il y en a deux. C'est le désir et le plaisir. C'est ce qu'on a dit un petit peu. Et puis enfin, je termine là-dessus. Sur les 30 minutes d'activité physique, je vous rappelle que la Cour des comptes a noté qu'il y a 42% des écoles qui le font. Si c'était les mathématiques, on avait rajouté, toutes les écoles le feraient, et si jamais elles ne le faisaient pas, on les disputerait. L'éducation nationale n'a rien dit aux 58% d'écoles qui ne l'ont pas fait. Ce qui prouve que pour l'éducation nationale, je ne parle pas de vous, je parle de l'éducation nationale, l'éducation physique et sportive ou l'activité physique n'a aucune importance. Et ça, je leur dis, et je leur répète, ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent. Moi, j'ai été dans l'école Paul Bert, à Nogent-sur-Marne, première école qui a fait les 30 minutes d'APQ. J'étais avec madame Oudia Castera, monsieur Papendiaï. On a parlé à des enfants. C'était le 7 février 2023. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'il y a une blondinette de 7 ans
et elle a dit une chose incroyable. Elle a dit, depuis qu'on fait les 30 minutes de sport tous les jours, on ne se dispute plus en classe. Parce qu'on a oublié la santé sociale. Il y a la santé physique, mentale et sociale, c'est les troisième piliers. On ne se dispute plus en classe. Monsieur Papendia, il n'a pas ouvert un œil. Madame Oudéa Castéra lui a dit à cette gamine, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est pas compliqué. Avant, on ne faisait pas de sport. On arrive en début d'année, on ne se connaît pas. On reste chacun dans son coin, deux par deux, on se dispute. Maintenant, on change d'équipe tous les jours, on ne se dispute plus. Ben, rien que ça. Je suis ministre de l'Éducation nationale, j'ai fait en sorte qu'il y ait 100% des écoles qui le fassent, surtout dans l'ambiance actuelle. Donc je pense que ça ne suffit pas, mais tout ce qui va redonner le goût de l'exercice à l'enfant, et le plus tôt possible, à mon avis, sera bénéfique pour le PS aussi. Voilà. Alors, pour continuer à discuter un peu cette question-là, un autre regard à travers un carnet de l'EPS pour une collègue de l'Académie de Dijon, des collègues de l'Académie de Dijon, qui ont mené un projet d'EPS aussi à partir d'un constat justement de comment remobiliser les élèves de leur collège vers, on va dire, une activité physique et sportive qui soit plus importante. En attendant, je vous salue et merci beaucoup Bruno. Merci beaucoup. François. Au revoir. Au revoir. Entre 2017 et 2019, en organisant notre cross, nous avons eu un déclic. Les moyennes de course de nos élèves, filles et garçons, avaient chuté de plus de 2 km/h sur le même parcours. Nous avons donc cherché, en équipe, à contrecarrer cette baisse des capacités physiques de nos élèves, doublée peut-être aussi d'un manque de goût de l'effort et de persévérance. Nous avons voulu créer les conditions de l'augmentation d'un volume de pratique, de son intensité et de l'approfondissement des techniques liées aux APSA qui permettent une exploitation optimale du développement des qualités physiques. Nous avons opté pour des séquences longues pour les niveaux du cycle 4, seulement 5 activités par année et la même activité sur les 2 heures fixes et les heures quinzaines, en réfléchissant à une cohérence interactive des séquences. Par exemple, course d'orientation et demi-fond, gymnastique et acrosport, ou encore triathlon athlétique et relais vitesse, pour solliciter de différentes façons les qualités de force, de vitesse ou de coordination. Ces séquences longues nous permettent de stabiliser l'acquisition de routines pour augmenter sensiblement le temps d'engagement moteur des élèves dans la leçon. Le volume de pratique peut aussi être augmenté également avec la continuité entre les activités de l'EPS et celles de l'AS à différents moments de la semaine, avec en plus la possibilité de s'engager dans une pratique compétitive. Pour augmenter encore ce volume de pratique, nous avons proposé pour certains une option EPS, ainsi qu'un créneau d'EPS adapté instauré spécialement pour les élèves ayant une inaptitude de plus de 3 semaines. Un volume de pratique, oui, mais il doit être conditionné à de l'intensité. Une intensité spécifique au début de chaque leçon avec, dès l'échauffement, un travail intermittent dans plusieurs APSA ou encore des contrats de footing dans nos activités en extérieur. Nous travaillons aussi pour que les rôles sociaux soient les plus dynamiques possibles, que nos élèves aient une attitude engagée dans le cours qui commence par une tenue adéquate, les cheveux attachés, ce qui démontre notre exigence pour que les élèves soient prêts à se confronter à un réel effort physique. Pour permettre un travail des techniques liées aux APSA, nous avons amélioré nos équipements avec des pré-traçages pour gagner du temps, mais aussi pour permettre une précision dans les apprentissages, condition d'un développement optimal des qualités physiques. De plus, dans un but de formation entre collègues, nous avons utilisé les points forts de notre équipe pour partager des capsules vidéo nous permettant d'être performants, chacun et chacune dans nos APSA préférentiels. La poursuite de cet objectif de développement de la condition physique ne peut exister que dans une logique systémique, avec des projets à l'échelle de l'établissement, fédérateurs et ambitieux. Nous avons, par exemple, créé un séjour scolaire pour tout le niveau 5e sur randonnée et volcanisme, des sorties AS permettant de créer cohésion et émulation, ou encore le cross du collège chaque année qui engage tous les personnels du collège. Vous pourrez retrouver l'intégralité des propositions dans un article de la revue Contre-pied sur la condition physique en suivant le lien qui s'affiche. On est dans un temps compliqué parce que là, on doit gérer les quelques minutes qui nous restent avant la fin de cette soirée l'EPS, justement sur les récits de comment on parle de sport. Tu dis, Guillaume Dich, dans ton livre que tu viens de réaliser avec Jean-Baptiste Guégan, La France n'est pas un pays de sport, tu fais référence à la nécessité aujourd'hui de la fabrique de nouveaux récits pour parler de sport. Alors, j'ai envie de te poser comme question, est-ce que ce que tu as vu de ces pratiques-là, de ces deux collègues-là, est-ce que ça résonne avec
ces nouveaux récits qu'il faudrait construire pour amener, votre volonté et celle-là, la France à être un pays plus de sport. Davantage, Voilà. en tout cas culturellement sportive. Nécessairement, je pense que historiquement, on a, je pense, rapidement dressé un peu l'historique de la gymnastique au sport à l'EPS, mais en grossissant le trait évidemment. Mais aussi historiquement, politiquement, on a davantage justement le système sportif, le monde du sport extrascolaire qui a souhaité, on voit bien à travers le dispositif 30 minutes, je dirais entrer à l'école, les clubs qui entrent à l'école. Je pense que c'est maintenant peut-être l'inverse qu'il faut porter. Pour la discipline EPS, l'EPS participe nécessairement justement à fabriquer des nouveaux récits parce qu'elle porte justement cette ambition républicaine, l'objectif d'inclusion. On voit ici l'enjeu de mixité, de solidarité ou encore de durabilité. Lorsqu'aujourd'hui on voit l'innovation de ses collègues, les projets qui portent à l'échelle de l'EPS et de l'AS, les fameuses formes de pratiques scolaires, on voit bien que les fédérations sportives, peut-être de manière un peu contrainte, sont bien dans l'obligation d'adapter l'offre sportive parce qu'il y a une inadéquation aujourd'hui de cette offre sportive aux besoins, aux aspirations, mais aussi aux enjeux de nos sociétés du XXIe siècle. Donc dans cette fabrique de récits, je pense que l'EPS, une EPS inclusive, sans tomber dans un slogan politiquement creux, mais vraiment avec une réelle ambition, et on voit bien ici dans ces mises en œuvre l'ambition qui est portée, a justement un rôle à jouer. Et c'est de l'école vers l'extérieur. Bruno, tu connais bien évidemment le handball. Le Handa 4 aussi, c'est l'illustration parfaite d'une forme de pratique scolaire qui a émergé de l'école de l'EPS, de l'université des STAPS et qui aujourd'hui quand même est totalement intégrée dans cette fédération sportive à travers la mixité mais aussi l'inclusion, l'ensemble des publics. Et je pense qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le monde scolaire a apporté justement ces enjeux. Et peut-être pour finir, parce qu'on est contraint par le temps, j'ai peut-être un autre regard. Il me semble que c'est pas antinomique, et l'exemple ici, il est assez intéressant dans cette idée de réfléchir aux qualités physiques, aux périodes, et ça a été démontré comme en physiologie, des périodes sensibles, critiques pour nos adolescentes, nos adolescents, à l'échelle d'une programmation, d'une année, d'un cycle, et aussi dans cette continuité EPS sport scolaire, donc UNSS. Je pense que c'est pas antinomique justement à partir du moment où on se prémunit bien sûr de ces dérives hygiénistes dont on a largement parlé, je pense. À partir du moment où on reste sur cette idée d'un ancrage culturel, d'avoir des APSA qui sont peut-être aussi plus prédisposés à développer certaines qualités physiques, à partir du moment où ça répond aussi à l'échelle locale, et c'est tout l'intérêt d'un projet d'EPS, aux besoins spécifiques des élèves, et notamment on a parlé de l'Académie d'Aix-Marseille, à partir du moment où on sait aussi que les établissements plus défavorisés, notamment les REP, ce qui a été démontré, je crois, par Luigi et ses collaborateurs, c'est notamment que l'intensité est moins importante dans ces établissements par rapport aux établissements plus favorisés. Même s'il ne faut pas oublier, on l'a pas assez parlé, des conditions d'enseignement quand même plus difficiles, les actions, les gestes professionnels aussi empêchés pour nos collègues, des classes surchargées, plus de 25 élèves, 35 élèves au lycée, c'est aussi une réalité scolaire dont on n'a peut-être pas assez parlé et c'est important, je pense, de dire à nos collègues. Mais je pense que c'est pas antinomique, cette voie un peu médiane entre le développement des qualités physiques, mais j'insiste, pas effectivement dans cette caricature qu'on a pu voir en vidéo par un ancien ministre de l'Éducation nationale, à partir du moment où justement on réfléchit à la culture commune qu'on veut partager pour justement participer à cette fabrique de nouveaux récits. Et juste pour terminer, on prend l'exemple dans le livre justement de la Norvège, certes dans le modèle sportif, mais aussi le modèle scolaire, un modèle sportif qui a justement qui réfléchit au sport, mais par rapport à un projet de société. On a parlé de la joie. Effectivement, c'est quoi développer la joie par la pratique sportive? La Norvège, justement, assume cette idée de proposer une pratique sportive ouverte à toutes et tous, à tous les corps, celles et ceux qui sont éloignés aussi de cette appétence sportive, et pas une compétition pour se comparer, mais plutôt en forme d'émulation sportive. Donc on garde l'ancrage culturel, mais par contre, on accepte aussi l'idée qu'aujourd'hui, peut-être, c'est ce que je disais, il y a une évolution, il y a un rapport des jeunes au sport qui évolue, et il faut peut-être aussi l'entendre dans cette culture qu'on souhaite transmettre. Merci Guillaume. Le mot de la fin pour toi, Coralie. Tu disais inverser la courbe, mais avec durabilité. Est-ce que ces deux projets qu'on vient de voir résonnent pas un peu avec cette idée-là? Si, je pense.
Je pense parce qu'il y a aussi de l'apprentissage sur le temps long, des progrès, du partage en tout cas d'un certain nombre d'activités qui sont pour nous des éléments essentiels en fait. Donc on le sait, ça peut prendre différentes formes. On voit bien aussi l'importance de créer du débat dans les équipes. Qui est essentiel en tout cas à la mise en place de projets et justement aussi à la cohésion d'équipe pour faire partager aux élèves un certain nombre d'activités, de plaisirs pour faire apprendre. Je crois que on voit à quel point, en fait, il y a deux choses évidemment. Hein, c'est essentiel. De continuer de progresser sur ces questions. Pour nous, évidemment, l'éducation physique et sportive, c'est le seul lieu de pratique physique et sportive obligatoire. Donc, c'est un outil et un élément essentiel sur la poursuite des différents objectifs recherchés et affichés aussi par François Carré. Il faut continuer d'innover. Faut garder aussi, alors c'est un peu ce que j'essayais de dire, c'est le rôle de l'école. Qu'est-ce que le rôle de l'école? Et ça, c'est important aussi. On en demande toujours plus à l'école, mais la société, on n'est pas exempt de la société qui a autour de nous. Et donc, à un moment donné, il va y avoir aussi des politiques publiques à mettre en œuvre en dehors du simple champ de l'école où nous, enseignants, on ne pourra pas tout faire. Et donc, s'il y a une réelle volonté, il y a aussi des choses à faire à côté. Et encore une fois, ce sont bien des politiques publiques avec accès à des services publics. Mais pour nous, la question, en tout cas, du développement de l'éducation physique et sportive est un élément essentiel. Merci beaucoup à toutes et à tous, à nos invités, particulièrement en ligne et sur place. Désolé de cette contrainte de temps. Je pense qu'on aurait dû prévoir une demi-heure de plus facilement dans cette discussion et cet échange passionnant. Bon, il faudra qu'on poursuive, peut-être on réalise à nouveau une rencontre pour continuer à travailler et réfléchir sur cette question-là. Je vous rappelle que la prochaine soirée de l'EPS portera sur la place « Faut-il enseigner le yoga à l'école ?» On aura plusieurs invités qui seront présents. C'est le mercredi 3 décembre. Celle d'après sera sur le football. Donc deux activités vraiment différentes. J'engage aussi les enseignants d'éducation physique et sportive la semaine prochaine à se mobiliser pour la semaine de l'EPS. On compte tout particulièrement sur vous, les collègues, pour aller voir les futurs candidats et candidates aux élections municipales et pour essayer qu'un certain nombre de mesures vivent pour avoir plus d'éducation physique et sportive, pour avoir moins d'inégalités. Bonsoir à toutes et à tous et à bientôt. Ça veut dire quoi EPS?